j'accueille Marlène. On a parlé à retrouver la pulpeuse Marlène Moreau à la Selle Saint-Cloud en banlieue parisienne. Après 10 ans d'exil en Espagne, elle vit désormais chez ses parents. Son fils Gabriel, âgé de 9 ans, est venu passer ses vacances en France auprès de sa maman. Ici, c'est ma maison de mon enfance où j'ai étudié. C'est beaucoup de souvenirs, c'est ma chambre de jeune fille là-haut. J'ai l'impression de retourner à l'enfant, retour au point de départ. Alors que j'ai fait toute ma vie en Espagne, je me suis mariée, j'ai eu mon fils, et puis maintenant que j'ai divorcé et que je fais plus de télévision en Espagne, redépart, casse-départ, retour casse-départ. Le père de Gabriel est un célèbre chorégraphe espagnol. Marlène, Miss Franche-Comté 1985, a su rester dans le coup et garder son énergie. C'est difficile d'être le fils ou la sœur de quelqu'un comme Marlène. Très difficile. Ouais, vous exagérez, genre... Très difficile. Ouais, attends, arrêtez vos bêtises. Si j'étais Madonna encore, je reviens, mais je suis pas Madonna, ouais, je suis rien du tout. Pour sa famille, pas toujours facile d'assumer la sulfureuse carrière de Marlène. Comment ont-ils vécu ces poses lascives et ces tenues si sexy? J'étais fière d'elle. J'étais fière d'elle. J'avais ma soeur à la télé. J'étais fière qu'il serait pas fier de son frère ou sa sœur de le voir à la télé. Quand je vois ce qu'il y a à la télévision française actuellement, ça me rappelle moi quand j'avais 15 ans en arrière, quand j'avais 25 ans, ils prennent toujours les blondes pulpeuses pour les faire valoir de ces messieurs. J'ai été la poupée gonflante du PAF. Mais dans la boîte et dans la valise. Je vous laisse, je m'en vais à l'aéroport. Gabriel, t'as dit au revoir à papy, mamie? C'est jour de départ pour Gabriel. Les vacances avec sa maman sont terminées et l'on découvre une autre Marlène, jeune mère, moins exubérante, sensible et à fleur de peau. Bon, tu vas être sage? Oui. Oh. Et maintenant, direction l'appartement de son associé et ami pour préparer son comeback, une soirée à laquelle l'ancienne animatrice se doit d'être vue. S'apprécie, moi, c'est comme ma petite sœur, hein. C'est ma petite sœur pour moi. Au niveau professionnel, elle est capable de tout laisser tomber, même son côté affectif, parce que c'est une vraie professionnelle. C'est pour ça que je suis toujours toute seule. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est seule. Il n'y a pas de secret. Il est temps pour les deux associés d'aller faire du shopping pour préparer l'événement dont ils espèrent tant. L'heure tourne, Marlène et son ami doivent maintenant se rendre à la soirée. On n'est pas vraiment à l'heure, mais bon, les stars sont toujours en retard, vous savez très bien. Le lancement d'une chaîne de télévision sur les stars, un événement incontournable pour Marlène qui espère y décrocher le contrat qui fera redémarrer sa carrière. Mais après 10 ans d'exil, elle semble pour le moins perdue au milieu de cette foule. La moitié, je ne la reconnais pas. Je sais pas, il me présente tout le monde, je me souviens plus de personne. Je pédale dans la choucroute. Malheureusement pour Marlène, le temps a passé et la jeune génération semble ne pas la reconnaître. Non, navré, nous ne connaissons pas Marlène. Non, on ne connaît pas Marlène. Je la connais pas, Marlène. Je m'en souviens de la Marlène des années 80, Marlène Dietrich. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marlène.
Bonsoir. Waouh. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Très bien. Alors Marlène, vous êtes née le 19 avril 1969, mère dessinatrice publicitaire pour des grandes marques de parfums. Alors concernant votre père, il y a plusieurs versions. Ah bon? Il y a une version où il est loueur de voitures avec chauffeur, il loue des limousines au roi Fahd d'Arabie, à Elton John, et il y a une autre version où il est le chauffeur de Marlène Dietrich. Ah oui, bah, tout à fait. Il a été une longue carrière en tant que chauffeur de grande remise. Donc, il avait sa société de limousine. Dans sa vie, il a loué à Marlène Dietrich, à Elton John, à Madonna, à beaucoup de gens. Ah oui. Et dans les années 69-70, il était avec Marlène Dietrich, quand je suis née. Alors, enfance à Perpignan, chez vos grands-parents maternels. C'est votre grand-mère qui vous a élevé? Jusqu'à ce que je finisse mes études. Et ma mère était très occupée avec ses études de dessin et son travail de dessinatrice publicitaire. Et finalement, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Alors, école de bonne sœur. Et oui, entre autres. Mais toujours virée, hein? A toujours viré, tous les ans. Tous les ans, mes parents cherchaient une nouvelle école pour la rentrée de septembre. C'était tout le temps comme ça. Alors, ensuite, vous allez à Paris. Oui. Pour passer un bac d'art plastique. Et vous faites en même temps une école de maquillage, l'école Chauveau. Donc, je me suis un peu mise sur le maquillage artistique, effectivement, puisque j'étais déjà dans le métier de la mode et du mannequinat. Ça m'a permis de travailler sur les deux facettes, moi en tant que mannequin et aussi en même temps en tant que maquilleuse. À l'époque, vous commencez par des concours de Miss, vous faites beaucoup de concours de Miss. Oui, j'en ai fait une trentaine. Ah, une trentaine, oui. Et vous avez été dauphine de Miss France. 86. Voilà. Mais alors, vous n'avez pas été Miss parce que vous dites que Valérie Pascal, elle était lèche-cul avec Madame de Fontenay, et que finalement, c'est Madame Fontenay a fait gagner Valérie, c'est vrai? Bah, à l'époque, bon, il y avait beaucoup d'histoires parce que j'étais la fille du maire du 13e, l'élection était dans la mairie du 13e, elle avait le numéro 13, on trouvait ça un peu bizarre, quoi. C'était un peu chelou. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, donc c'était pas contrôlé par les votes, etc. Donc bon, alors moi, je reste dans le doute. Vous auriez pu être Miss France. Mais non, mais c'était pas ça. C'était pas votre vocation. C'était pas ma vocation. De toute façon, je ne pouvais pas gagner, j'avais les cheveux courts et j'ai jamais eu les cheveux longs. Et Madame de Fontenay, elle veut que des Miss aux cheveux longs. C'est vrai, c'est vrai. Alors, question garçon, vous tombez enceinte pour la première fois à l'âge de 15 ans quand même, hein? Ah oui, le premier amoureux. C'était le bon. C'est tombé, oui. Bah oui, parce que bon, à l'école, le premier truc qu'on se dit, tout le monde met des préservatifs, forcément. Alors, voilà, du coup, j'ai eu un petit accident et bon, bah, ça arrive à tout le monde. De nos jours, il y en a des qui sont enceintes plus jeunes que moi. Hein. Seulement, ça se sait pas parce qu'elles sont pas médiatisées. Et voilà. Ensuite, 500 conquêtes quand même. 500? Oui. Ah, je sais pas, je ne les ai pas comptées. Ah oui. Qui vous a dit ça? Il paraît que vous vous souvenez que d'une centaine. Non, je me souviens que moins d'une dizaine. Ah bon? Vous dites, je me souviens des hommes qui savent faire l'amour. Je me souviens de ceux qui m'ont donné de l'amour. Ah, il y en a combien qui vous ont donné de l'amour pour finir? 1 ou 2 maximum. Ah oui? Oui. Bon, bah, c'est con. On va dire le premier amour et puis après le père de mon fils. Quoi. Oui. Vous êtes fidèle quand vous êtes avec un garçon, vous êtes... Tout à fait. Voilà. Simplement, vous avez des fidélités successives. C'est-à-dire que comme ça ne dure pas longtemps, en général, c'est vrai que le temps que je suis avec une personne, je suis fidèle. Voilà. Là, la personne qui est avec moi, elle est tranquille, elle est sûre qu'elle n'a pas de cornes. Voilà. Mais en tous les cas, je préfère quand même vivre la passion. Et donc, quand je suis avec quelqu'un, c'est parce que je suis amoureuse, parce que ça me plaît. Et la personne, je donne tout pour elle. Et c'est sûr que je ne cherche pas ailleurs à ce moment-là. Mais pourquoi ça s'arrête à chaque fois? Pourquoi ça s'arrête? Parce qu'ils deviennent trop jaloux et possessifs. Ah. Et alors, c'est à partir du moment où ça empiète sur ma vie professionnelle et sur mon travail, c'est là que je suis obligée de faire des séparations. Vous regrettez ça, d'avoir privilégié votre travail? Non, je ne regrette pas parce qu'en fin de compte, j'ai toujours... mon grand rêve depuis toute petite, c'était d'être indépendante. C'est pour ça que je suis partie de chez mes parents très tôt. Et d'être indépendante pour tout. Donc, j'ai jamais voulu dépendre d'un homme. Et donc, dès que les hommes ils commencent à vouloir dépendre de toi ou qu'ils veulent te faire dépendre d'eux, c'est là que ça s'arrête. C'est fini, d'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, à 18 ans, vous commencez une carrière de mannequin de charme. Ça veut dire quoi, mannequin de charme? Bah, mannequin de charme, c'est-à-dire c'est les mannequins qui sont les sujets et pas les objets. C'est-à-dire qu'elles se dénudent parce qu'elles ne sont pas le porte-manteau, elles ne mettent pas de vêtements. Ah d'accord. Donc j'ai été pendant beaucoup d'années mannequin de nu. Alors en 1990, vous avez donc 21 ans, vous faites vos débuts à la télévision sur M6 avec une émission qui s'appelle Vénus. Oui. Vous êtes une speakerine topless. C'était la première émission érotique, il paraît.
J'avais déjà mon agence de mannequins. J'avais d'ailleurs mis toutes mes filles qui étaient sur le casting. Et puis moi, je suis arrivée en tant que directrice de mon agence de mannequins pour contrôler le casting et le directeur de casting. Mais c'est vous qu'on veut voir à l'audition. Ah oui. Alors du coup, j'ai passé l'audition avec mes filles et du coup, c'est moi qu'ils ont pris pour faire, la présentatrice. Ça a duré 3 ans. Votre agence de mannequins s'appelait Body Bobine. Oui. Et vous aviez quand même des filles pas mal, hein. Ingrid Chauvin, oui. Alexandra Bronkers, oui, Tabata Cash. Et vous les recrutiez comment, toutes ces filles? Sortie d'école. Ah, d'accord. Parce vous que faisiez moi, la sortie d'école. Sortie d'école. Je prenais des jeunes filles qui étaient encore plus ou moins en cours et puis je les prenais pour être mes modèles à mon école de maquilleuse. Et donc je les maquillais, etc. Je disais, celle-là, elle est très photogénique, celle-là, très belle, elle a un visage intéressant, etc. Et boum, je leur faisais un book et je les faisais travailler après comme mannequin. Ah, bah, très bien, voilà. Bonne. La célébrité viendra avec Patrick Sébastien. Vous l'avez connu où, Patrick Sébastien? Je l'ai connu dans une soirée où je faisais un spectacle d'une imitation, justement. Et il m'a pris pour faire Garçon la suite, c'était en 94. Il m'a dit, voilà, moi je vais faire Louis de Funès en train de rêver, machin, que je suis au lit avec Madonna, et toi tu fais Madonna au-dessus du lit. J'ai dit, bon, alors on est parti pour faire Madonna, et là-dessus, ça fait une terrible audience, et j'ai commencé à travailler avec lui, à faire plein de numéros d'imitation. Après, c'était Marilyn Monroe, après, c'était d'autres personnages, Zezette, j'ai tout fait, hein, même les moches. Donc cette célébrité, finalement, oui. Vous l'avez acquis assez vite, non? Ben, je l'ai acquis assez vite, sans le vouloir, finalement, puisque moi, en fait, ce que je voulais, c'était travailler et faire mon buzz, faire de l'argent, et puis payer mon loyer à la fin du mois, comme tout le monde. Hein. Je ne cherchais pas à être célèbre ni rien. Et puis, en travaillant avec Patrick Sébastien, j'ai rencontré aussi M. Bouvard, qui m'a fait travailler sur les grosses têtes. Donc, je faisais moitié radio avec RTL. Et... Ben voilà. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu célèbre? Par exemple, vos parents, vos grands-parents, ils ont réagi comment? Ben, mes parents, déjà, ils me parlaient plus depuis 17 ans. Ils étaient fâchés avec moi parce que j'avais posé nue. Ils trouvaient que j'étais dans le mauvais chemin. Ils croyaient que je commençais à faire des bêtises, etc. Alors, ils s'inquiétaient un peu jusqu'au jour où ils ont vu que j'avais réussi à sortir à la télévision. Je commençais à faire les couvertures des magazines, etc. Donc là, vous vous réconciliez avec vos parents à ce moment-là? Je me suis réconciliée avec mes parents à ce moment-là. Et puis ça a été un peu le phénomène de la famille dans tous les villages, de la grand-mère, des grands-pères, machin. Oh là là, c'est la petite Moreau, elle est devenue célèbre à la télé. Avec les médias, ça s'est passé comment, Marlène? Avec les médias, c'était très dur parce que j'étais quelqu'un... Bon, d'abord, j'étais très jeune et j'avais pas ma langue dans ma poche, comme certains savent. Ouais, on sait. Et donc, j'étais très naturelle et très spontanée. J'ai dit des choses peut-être que j'aurais pas dû dire. J'étais trop directe. Bon, alors ça dérangeait beaucoup de personnes. Et puis avec le temps, ils avaient peur de moi, je pense. Ils avaient peur d'un personnage trop explosif, trop incontrôlable, trop impulsif, incontrôlable. Et surtout, j'avais pas de manager. Je me suis faite toute seule. Vous regrettez de ne pas avoir eu de manager à l'époque? Oui, je regrette, mais en même temps, je ne savais pas si une personne pouvait gérer tout ce que je savais faire. Parce que comme j'avais mon côté spectacle, j'avais mon côté théâtre, actrice, j'avais mon côté meneuse de revue et le côté présentatrice, comme j'avais plusieurs cordes à mon arc, il n'y avait pas un manager qui dit non, mais tu fais trop de choses en même temps, il faut te concentrer sur la même chose. Mais non, mais moi, je ne peux pas me concentrer sur la même chose. Il faut que je fasse différentes choses pour jamais m'ennuyer dans la vie, parce que si tu fais toujours la même chose, finalement, au bout d'un moment, tu te lasses. Et comme je me lasse vite, comme avec les hommes d'ailleurs. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui. Mais bon, par rapport à ce que j'ai gagné en Espagne, c'était normal. Ah oui? Oui. Ouais. Vous en avez fait quoi de ce pognon? Vous l'avez placé? Ben, comme tout le monde, hein. Ouais. Surtout à l'étranger. Ah oui, d'accord. À l'étranger, ah oui, d'accord. Comme Liliane Bettencourt. Voilà. Qu'est-ce que ça a été le meilleur moment de cette époque-là, avant 95? C'était quoi? Le meilleur moment, c'est le changement un peu brutal que tu te retrouves à te promener dans la rue, puis tout le monde sait comment tu t'appelles, tout le monde te demande des photos, des autographes, tout le monde veut t'embrasser. Tout d'un coup, tu te sens aimé par tout le monde. C'est formidable. C'est agréable, tu peux pas aller non? faire les courses au marché, au supermarché. C'est mieux que le Valium. Oui, tout à fait. Bien tout sûr. à fait. Et le pire moment de cette époque, ça a été quoi? J'ai voulu essayer de faire autre chose au niveau de la télévision pour pas être sans arrêt le faire valoir de ces messieurs et arrêter de faire la potiche. Et j'ai vu qu'en France, finalement, si t'es blonde avec des formes dangereuses, etc., tu peux pas faire autre chose que la potiche. Alors, en 1995, vous vous présentez aux élections présidentielles
avec un parti qui s'appelle le PLA, le Parti de la Liberté et de l'Amour. Oui, on sort encore les idées de M. Patrick Sébastien. Tout un programme. Alors, le programme, c'était une journée de l'amour par an, les préservatifs gratuits, à l'école, et le mariage homosexuel, voilà. C'était tout un programme sur l'amour, surtout. Sur l'amour et que les gens apprennent à mieux s'aimer, à se réconcilier. Ouais. Alors là, Saint-Valentin, on voulait que son soit férié, des trucs comme ça, juste pour faire l'amour. Mais c'était une idée à lui? C'était un mélange de nos idées, mais l'idée principale était que lui, il voulait me mettre en tant qu'ambassadrice de l'amour, justement, en tant que candidate. Et lui, il faisait président d'ailleurs pour contrôler toute la gestion. Mais alors, il a recommencé il n'y a pas longtemps avec le Dard. Oui, alors ça n'a pas eu plus de succès d'ailleurs parce que le Dard n'a pas marché, il a failli se faire virer de la télévision. Et là, il s'était fait vraiment virer de TF1 à cause de ça. À cette époque, en 95, on est parti de TF1. Alors lui, il est parti de TF1 à France 2, puis moi, je suis partie en Espagne. Et on a été chacun de son côté chercher son travail comme il fallait. Et quand vous êtes parti en Espagne, c'était un retour sur terre un peu brutal de vous retrouver comme ça dans un pays finalement Surtout que je ne parlais pas l'espagnol. Bah oui, c'est très courageux. Et on m'a proposé de présenter une émission prime time dans une langue que je ne connaissais pas. C'est fou, ils sont fous ces Espagnols. Je parlais que l'anglais à l'époque. Alors, on m'expliquait l'émission en anglais, je le pensais en français, je le disais en espagnol, donc c'était assez travail intellectuel. D'ailleurs, pour une blonde, je m'étonne toute seule. Et ça a super bien marché en plus. Et ça a très bien marché puisque je suis restée là-bas 15 ans et mon émission a duré 3 ans et c'était la première chaîne d'État. Et vous regrettez de ne pas avoir pu faire cette émission en France? J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait toute ma carrière de 15 ans de présentatrice et d'actrice, de personnages comiques en Espagne, ne pas pouvoir l'avoir fait ici, dans mon pays, dans ma terre, dans mon... Vous êtes nostalgique de cette époque de TF1? Nostalgique, non. Ce qui m'avait rendu triste, c'est à chaque fois que je revenais à Paris, je voyais ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas pu faire. Et des fois, ça me faisait pleurer parce que ça me montait là. Je dis, oh là là, il y a celle-là qui fait ci, celle-là qui fait ça. Au Lido, j'aurais pu travailler au Lido, au Moulin Rouge, alors que j'ai fait tous mes spectacles là en Espagne, dans des casinos. Et ici, quand je me présente, c'est toujours ah mais non mais vous n'êtes pas assez de la jet set pour faire. C'est bizarre la vie, quand même. C'est toujours quelque chose de très spécial. Les Français avec l'image, c'est toujours très compliqué. Vous en voulez à quelqu'un de ce qui s'est passé à l'époque? Non, on peut en vouloir à personne parce que je peux m'en vouloir qu'à moi-même d'avoir été tout feu tout flamme et pas avoir pu contrôler. C'est de ma faute de ne pas avoir pris quelqu'un pour me gérer. C'est de ma faute de ne pas avoir... Tout est ma faute. Donc Marlène, sérieusement, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon aujourd'hui? C'est de ne pas laisser quelqu'un me diriger. Qu'il faut toujours dirige-moi, que je commande moi, que je prenne les initiatives. Est-ce que quelqu'un peut vous diriger, Marlène? Et c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas si quelqu'un... Je ne crois pas que quelqu'un puisse vous diriger. C'est très difficile d'être un bélier. Moi, je ne m'y serais pas collé, personnellement, en tous les cas. Non, j'ai des gros défauts de... J'adore commander. Et c'est pour ça que les hommes dans ma vie, ils sont partis en courant. Parce que même mon mari m'a dit, j'en peux plus, tu commandes dans le travail, tu commandes à la maison, tu commandes partout. Moi, j'en pouvais plus. Alors, le jour où vous serez morte, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe, Marlène? Mais j'ai pas du tout pensé mourir, mais je ne veux pas mourir. Ah, vous n'allez pas mourir? Non. Vous voulez pas mourir? Ah non, je me vois pas du tout morte tout de suite. Moi, j'ai une phrase, c'est la blonde explosive qui parlait trop. Ben oui, mais quelque part, si on ne parle pas, alors on n'est qu'une potiche, alors. Mais moi, je trouve que c'est bien de parler parce que, bon, c'est vrai que je dis des bêtises, mais sur l'ensemble des bêtises que je dis, il y a toujours quelque chose de vrai. Hein. Donc, quelque part, il faut que je parle parce que si je ne parle pas, je me dis, bon, je vais rester encore dans le décor et faire le pot de fleurs. Mais bon, il faut bien m'arroser, quoi. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Marlène. Ça fait très plaisir, merci. Thierry, à bientôt, j'espère. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.